Le grand entretien aujourd'hui avec une personnalité du monde de la recherche, du monde universitaire. J'accueille El Moud. Bonjour. Bonjour. El Moud, vous êtes le président, alors je vais être précis parce que c'est très très important de l'être, président de l'université Paris Sciences et Lettres. Exact. Auparavant, vous avez présidé Dauphine, PSL. Voilà. Aujourd'hui, vous dirigez, on va en parler, cette très belle institution, classée 34e au classement de Shanghai, ce qui veut dire que ça pèse et que la France est toujours là. Votre dernier livre, alors vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes économiste, spécialiste des enjeux de migration, d'immigration, on y reviendra peut-être. D'abord de réindustrialisation et de relocalisation industrielle. Votre dernier livre, en tout cas, il est plus personnel. Ouais, Le prénom, esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne, sortie au Seuil, où vous parlez de votre vie, de votre parcours. Vous êtes l'incarnation de quoi? De la méritocratie républicaine? Alors, justement, je ne parle pas de méritocratie, je dis que mon parcours n'a rien d'exceptionnel. En réalité, je suis descendant d'immigrés, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, d'un petit village de Kabylie, d'Algérie. Je raconte un peu cette histoire collective, cette histoire individuelle et collective. Donc, le prénom, c'est un prétexte à raconter cette histoire. Et surtout, j'insiste sur le fait qu'on transporte avec soi, quand on a émigré, des valeurs, des injonctions de réussite scolaire, paternelle, parentale, familiale, tribale, et qu'on nous culte en général quand on parle de l'immigration. On prend les immigrés comme si ils n'existaient qu'à partir de leur arrivée et dans leur statut d'immigré. Or, ils ont une histoire. Et cette histoire que je raconte, que je transporte en moi, je la raconte collectivement. Et donc, je parle beaucoup des rencontres, d'ailleurs, que je fais, que ce soit en France après mon arrivée ou avant de mon départ. Voilà. Mais les injonctions, et on va parler évidemment de PSL et du tout le travail que vous faites en tant que président de cette structure incroyable qui regroupe des marques, de l'intelligence et du savoir, et on va y revenir, mais ces injonctions de réussite, quand vous aviez 10 ans, vous les aviez sur vos épaules en arrivant en France? Oui, avant d'arriver en France, disons que dans les villages de Kabylie, la première valeur, c'est le savoir. D'ailleurs, je cite dans ce livre Albert Camus, qui dans Chronique algérienne 1938, traite de la misère en Kabylie et dit la chose suivante: les Kabyles réclament les écoles comme ils réclament le pain. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et donc, quelle que soit sa condition sociale, et la condition sociale était, durant la colonisation, tout à fait misérable, il faut bien le reconnaître, et en réalité, il y a cet aspect subjectif de porter une injonction de réussite, et mon père m'a donné cette injonction de réussite, de devenir quelqu'un, me disait-il quand j'avais 7 ans, et quand je lui demandais, ça voulait dire quoi? Devenir quelqu'un, il m'a répondu, c'est quelqu'un qui apprend et qui transmet. Voilà. C'est exactement ce que vous avez fait. Et c'est ce que je fais. Absolument. Vous êtes devenu économiste avant de prendre des responsabilités. Professeur des universités, économiste, absolument. Donc vous avez bien répondu à l'injonction qui vous était imposée quand vous aviez 5 ans ou 6 ans. Voilà, je l'ai transporté en moi, et on est très nombreux comme ça. Et ce que je dis aussi dans ce livre, c'est qu'au finalement, malheureusement, on réduit souvent l'immigration à ce qu'on appelle des queues de distribution statistique. En d'autres termes, des minorités. Alors, ça existe, il y a les délinquances dans les cités, qui sont dues à des phénomènes de désindustrialisation massive, et puis il y a les réussites des héros du foot. Mais entre les deux, la masse de gens qui, comme moi, réussissent grâce à l'école de la République, qui a vraiment fait son boulot. Malheureusement, on ne le cite pas suffisamment. Et simplement, ces personnes qui réussissent, qui dans le domaine de la recherche, qui dans le domaine de la médecine, qui dans le domaine de l'université, des banques, des industries, des journalistes, de plus en plus issus de l'immigration maghrébine, mais ne se sentent pas représentants d'une communauté, et donc indiquent simplement, ça indique simplement une réussite par l'école républicaine. Et c'est un peu masochiste de se focaliser sur les queues de distribution et des minorités qui posent problème ou qui sont héroïques. Entre le cliché et exactement. Et alors qu'il y a une masse de gens qui réussissent grâce à l'école de la République. Et c'est mon cas. Voilà. C'est pour ça que je ne parle pas de méritocratie, parce que ça voudrait dire simplement que je serais l'exception qui confirmerait la règle. Or, on est très nombreux dans ce cas. Sauf que comme on travaille, on fait notre job. Vous m'invitez aujourd'hui comme président d'université. Comme d'invisibilité de la réussite. Voilà, exactement. Et par contre, c'est très visible d'aller s'intéresser à l'islamisme, aux dealers, ou bien aux footballeurs qui marquent des buts, qui font gagner la France. Et heureusement, des Zidane en particulier, qui habitent comme moi. C'est exact. On va parler avec vous quand même dans votre parcours et de vos fonctions de président de l'Université Paris Sciences et Lettres. Conseiller scientifique, ça vous l'avez été au commissariat général du plan, au service du Premier ministre, avec France Stratégie, consultant auprès de l'OCDE. C'est juste pour finir et régler le débat des injonctions et de votre réussite. Elle est complète, elle est totale. Aujourd'hui, vous présidez l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors, pour ceux qui veulent y voir un peu plus clair, cet après-midi,
vous quittez l'émission et vous allez avoir combien d'écoles autour de vous dans le directoire? Le directoire de l'Université Paris-Sciences et Lettres, c'est 11 institutions, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'école des mines, l'école de chimie et de physique-chimie de Paris, les chimie Paris-Tech, PSL, le Collège de France, l'Institut Curie, l'Observatoire de Paris, je vais en oublier, je m'excuse auprès de mes collègues que j'oublie. L'INRIA. Et puis 3 organismes nationaux de recherche, l'INRIA, l'INSERM pour la santé et le CNRS. Le CNRS qui est très présent à PSL. Mais vous vous sentez aujourd'hui comme un homme politique qui serait un peu le président face à ses ministres? Est-ce qu'il y a beaucoup de politique? Comment on fait aussi pour imposer et créer une synergie avec des marques aussi identifiées? Alors, en réalité, la chance que nous avons, qui est merveilleuse, c'est que toutes ces institutions prestigieuses sont complémentaires les unes des autres du point de vue des disciplines. On a des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des écoles généralistes comme l'ENS et Dauphine, de maths et de lettres, et évidemment, intelligence artificielle, c'est le premier cluster de France. Donc on a toutes ces compétences complémentaires, et donc on construit une université en coordonnant et en combinant les compétences. Donc on a 14 grands programmes de recherche qu'on finance au niveau de PSL. En transverse? En transverse, absolument. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Terrae sur la transition écologique. Et nous sommes les seuls à réunir à la fois des chercheurs en physique-chimie, en biologie, dans les sciences dures, dans les mathématiques du climat, des ingénieurs des matériaux, sur les questions de biodiversité et de transition écologique, mais aussi les économistes de l'énergie, les sociologues, les politistes et les juristes du climat. Et tout ça dans un programme exactement, dans un programme de recherche qu'on appelle Terrae, qui est un héritier de ce qu'on appelait les LabEx, et que nous finançons en interne, sur appel à projet interne. Donc en fait, ça c'est les grands programmes de recherche, il y en a 14, et puis on a 18 programmes gradués qui sont tous portés par PSL, selon les compétences des établissements, du master au doctorat, et on a aussi des formations spécifiques à PSL qui sont très innovantes, les CPES, on appelle ça les cycles pluridisciplinaires d'enseignement supérieur, où on a les maths et les lettres dès la première année. Et vous réussissez. Les lettres. J'entends évidemment votre engagement et ce que vous portez, parce qu'à travers ça, c'est la France dont il est question, son image dans le monde. Vous avez réussi à casser les murs, à décloisonner pour que tout le monde travaille ensemble. On voit parfois la difficulté qu'on met une entreprise. Là, vous réussissez quelque chose. Parce qu'en fait, l'écosystème de PSL est très particulier. Il est spécifique, il est souple. On n'a pas besoin de fusionner. On n'a pas besoin qu'il y ait qu'une seule tête qui dépasse. Non, pas du tout. On a besoin de combiner des compétences et de faire jouer les désirs de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive, par exemple. Chef d'orchestre, en fait. Là. Voilà, exactement, si vous voulez. C'est une très bonne comparaison. Exactement. Vous avez chacun qui joue son instrument et vous essayez de les mettre en musique. Alors là, on vient de lancer la Paris School of Artificial Intelligence. Évidemment, PSL porte ça, l'université PSL, mais les fondamentaux des compétences sont en IA et en mathématiques sont à Dauphine, à l'ENS, rue d'Ulm, et aux mines, et puis aussi dans d'autres établissements. Donc, grâce à ce cluster IA que nous avons gagné dans l'appel à projet France 2030, on est le premier cluster d'intelligence artificielle, nous lançons la Paris School of Artificial Intelligence au niveau de PSL, grâce à la combinaison de ces compétences. Donc on n'a pas besoin de fusionner, il suffit simplement de bien combiner les compétences et que chacun puisse s'y retrouver. Vous n'êtes pas le PDG d'une entreprise de 14 entreprises. Non, pas du tout. On travaille ensemble. Tout le monde travaille ensemble. Nous collaborons, nous montons des projets en commun et il faut du consensus pour faire fonctionner une université comme ça. Vous n'imposez pas, vous n'êtes pas un PDG en effet. Vous avez besoin de trouver des consensus, des compromis qui font que ça puisse marcher. J'allais le dire, consensus et compromis. Voilà. Mood, quand même 34e rang au classement Shanghai. Les Français qui écoutent ça aux informations générales, ils se lèvent le matin, on entend PSL 34e rang au classement de Shanghai, on se dit c'est pas mal. Il se base sur quoi? Comment vous êtes arrivé 34e mais pas 12e? D'abord, avant, il n'y avait aucune université française qui apparaissait dans les classements internationaux. Depuis la mise en place de ces clusters, de ces combinaisons, on a Saclay qui est classé, on a Paris Sciences et Lettres, Université Paris Sciences et Lettres qui est classée aussi dans les 34e ou 30 premiers mondiaux selon les classements. Et on est arrivé parce que simplement, ça comptabilise les publications, plus de 9000 publications.
Les brevets déposés, on dépose 80 brevets par an à peu près au niveau de PSL, des startups créées, des prix Nobel, des médailles Fields, mais on a aussi la chance à PSL de ne pas avoir que des prix Nobel et des médailles Fields, on a aussi des Césars et des Molières, puisqu'on a nos écoles d'art. Exact. Et on est en train de construire aussi la Paris School of Arts pour réunir toutes les écoles d'art autour d'un programme international, un bachelor international en art, et ensuite de faire jouer l'interdisciplinarité, la bidisciplinarité. Par exemple, on peut très bien venir à PSL choisir la Paris School of Arts en architecture. Mais prendre de l'IA aussi. Et prendre aussi... Exactement, évidemment. la major IA. Et c'est ça qui est génial. C'est ces bidisciplinarités. Ça répond à la fois aux aspirations des étudiants qui aujourd'hui sont habitués à vouloir garder 2 cordes ou 3 cordes à leur arc. Exact. Et un niveau de profondeur. Un peu à l'américaine, finalement, on va pouvoir construire. À la française, je dirais, parce qu'en expertise, on dilue pas les compétences. Ouais, on les sûr. combine. C'est pour ça que je parle de bidisciplinarité. Sur la méthodologie à l'américaine, voilà, et à la française dans le contenu. Et dans le contenu très, très, très profond. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des bidisciplinarités, des doubles licences sur intelligence artificielle, des organisations qu'on a lancées à Dauphine en 2022, etc. Donc c'est ça l'idée de base. Et en doctorat aussi, on combine les compétences, on les dilue pas, on marie expertise, profondeur et combinaison des disciplines. Un mot, et ça c'est un sujet que vous avez adressé dans un livre qui s'appelle L'immigration en France, mythe et réalité chez Fayard. On a commencé notre émission en parlant de ce sujet, votre injonction du rapport à l'immigration, et qu'est-ce qu'on doit être quand on est immigré. Nos talents, la France, elle les accueille, les talents venus de l'étranger, ou pas? Parce qu'on a quand même un grand débat sur l'immigration, on a un grand débat sur on ferme, on ouvre nos portes. Comment on fait là pour accueillir des talents? Et on doit faire des progrès, parce que je ne vous cache pas que nous nous positionnons moins bien que certains autres pays de l'OCDE. Quand en 2023, il y a eu cette réforme, cette loi sur l'immigration, et on a mis les étudiants dedans pour arrêter, c'était un peu contre-productif. Vous savez que les avantages technologiques des États-Unis reposent majoritairement sur leur capacité à puiser dans les compétences mondiales. Alors, ils sont en train de se tirer un peu une balle dans le pied en ce moment, mais n'empêche que les taux de rétention, ce que nous appelons les taux de rétention, c'est bien documenté par un rapport de l'OCDE, de la division migration internationale de l'OCDE. Eh bien, c'est la part des diplômés internationaux des universités américaines. Il y en a 75% qui restent aux États-Unis après leur diplôme. Donc ils continuent. Donc ils vont créer de la valeur et de la richesse, etc. Ah ouais. Et ensuite, éventuellement, ils peuvent repartir 5 ans ou 10 ans plus tard dans leur pays. C'est comme ça que Bangalore s'est fait avec l'Inde. Et nous avons un taux de rétention de 40%. Donc, on a encore des problématiques d'attractivité. On ne sait pas garder les talents. On a des problématiques d'écart salariaux, pas seulement pour les internationaux, mais pour nos enseignants-chercheurs nous-mêmes, de 1 à 4 quand même, les écarts. Hein. Donc, on ne va pas tenir très longtemps si on ne fait pas des efforts pour donner le meilleur salaire à nos enseignants-chercheurs. Le climat n'est pas propice à ça quand même en ce moment. Alors, le climat n'est pas propice à ça. Il se trouve que effectivement, on n'est pas en train de faire en sorte que l'investissement dans l'université et l'enseignement supérieur de la recherche soit une priorité, malheureusement. Ça l'a été quand même. Il y a eu la loi de programmation de la recherche. Oui. Et j'espère qu'on ne va pas la tirer en plein vol, parce que ça marche bien, cette loi de programmation de la recherche. On a créé des chaires de professeurs juniors, on a fait un certain nombre de progrès considérables, financés, donc les IDEX, les initiatives d'excellence comme la nôtre, comme notre institution, etc. Et si on tire en plein vol toutes ces évolutions positives, avec une loi de programmation, eh bien, on va être contre-productif, parce que l'université, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est pas que de l'excellence pour soi. C'est ce que je dis, c'est de l'excellence ouverte à PSL. 80 brevets déposés, des startups ouvertes, cotées en bourse aujourd'hui. C'est aussi la compétitivité de la France. C'est bien de vous entendre, parce que dans un pays où il y a un peu de French bashing, où rien ne marche et rien ne fonctionne, quand je vous entends, je me dis, il se passe des trucs quand même pas mal en France. Je vous en parlais tout à l'heure à propos de l'immigration et le masochisme qui consiste à regarder uniquement les queues de distribution et pas ce qui fonctionne, et à affecter à l'école tous les mots, alors qu'en fait, les problèmes ne sont pas dus à l'école, mais à la désindustrialisation dans les quartiers, qui ont laissé des quartiers déshérités, et aux échecs des politiques structurelles, aménagement du territoire, logement, etc. Et en fait, on focalise sur l'école comme si c'était elle qui était responsable de tout. Non, l'école, elle a résisté à tous ces chocs, elle est restée debout.
en dépit de tous les chocs qu'elle a subis. Et en revanche, il faut faire un travail de réparation là où il le faut, en particulier dans l'environnement de l'école, dans les quartiers, etc. Bien sûr. Et donc, il ne faut pas confondre les symptômes et les origines des symptômes. Malheureusement, la cause et les conséquences. Exactement. Et on affecte trop souvent les causes à des mauvaises... les conséquences à des mauvaises causes. Merci, monsieur El Mouhoud. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite. Votre temps est précieux. Président de l'Université Paris Sciences et Lettres, 34e rang à Shanghai, avec votre directoire, c'est-à-dire tous vos directeurs autour de la table, pour continuer à donner de la lumière et créer cette lumière française, parce que c'est aussi ça. Exactement, ça rayonne. Ça rayonne. Et puis votre livre, parce que celui-ci, il a été écrit avec votre cœur. Voilà. Le prénom, esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne. Lisez ce livre, parce que ça vous raconte aussi. C'est du singulier à l'universel. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est des retours que j'ai, c'est que beaucoup de gens se retrouvent dans cette histoire. Vous racontez à travers vous cette histoire de milliers de Français, pour ne pas dire de millions de Français. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour votre invitation. On tourne une page, c'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité.